Madame, mademoiselles, messieurs, bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau de KTO Magazine pour une nouvelle émission consacrée aujourd'hui au JMJ. Nous voici maintenant donc à quelques semaines de la 20e édition des JMJ qui, comme vous le savez, aura lieu à Cologne en Allemagne du 16 au 21 août prochain. Les Journées mondiales de la jeunesse, nées en 84 sous l'impulsion de Jean-Paul II, donnent lieu tous les 3 ans donc à un très grand rassemblement international. Au fil des années, les JMJ sont devenus presque une institution, un événement en tous les cas d'une importance majeure pour les jeunes, incontournable pour toute l'Église et d'un grand impact pour l'ensemble de la société. Avant de vous présenter aujourd'hui nos invités, on peut peut-être en appeler à l'esprit afin que cette manifestation en Allemagne, à Cologne, se déroule pour le mieux. Mon père, je vous propose d'entonner ce chant « Esprit de Dieu ». Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Invité de cette émission, le père Pierre Macheneau. Bonjour mon père. Bonjour Vous Richard. êtes curé de Garges-les-Gonesse, délégué diocésain du diocèse de Pontoise pour les JMJ. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. À vos côtés, Hugo Vandamme. Bonjour, vous êtes permanent national de la JOC, chargé des JMJ, coordinateur donc des fédérations de la JOC, les jeunesses ouvrières chrétiennes dans le sud-ouest, où se regroupent 130 fédérations environ en France. Troisième invité, Aurore Lebouchard, bonjour. Vous êtes chargé de communication avec les médias des JMJ pour le diocèse d'Orléans. Vous voyez donc, chers téléspectateurs, que nos invités viennent de la France entière aujourd'hui. Et sur le plan personnel, vous faites des études de droit et vous avez 25 ans. Et puis, dernier invité, le père Jean-Paul Larvol. Bonjour mon père, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France. Vous êtes chargé de l'apostolat des laïcs depuis le 1er septembre 1999 et coordinateur national des JMJ 2005 de Cologne. C'est vous, donc le personnage incontournable pour la France en ce qui concerne peut-être. cette édition. L'important sont les jeunes qui sont là. Et puis saluons également tous ces jeunes effectivement venus dans le public aujourd'hui, à qui nous donnerons bien sûr la parole. Le micro circulera donc durant toute cette émission réalisée comme toutes les émissions de KTO Magazine, il faut bien le dire, dans les conditions du direct. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment jamais de coupe ni de montage arbitraire et tout ce qui est enregistré sur ce plateau est diffusé, même si c'est un peu à contretemps. Alors tout de suite, ce que je vous propose, c'est de visionner ensemble un extrait du repérage que nous avons effectué à Cologne, que nos équipes de KTO ont effectué à Cologne il y a de cela quelques jours. Voici tout d'abord le reportage d'Emmanuel Pelat. Sur les bords du Rhin, Cologne, ses maisons colorées, sa vieille ville, et sa cathédrale, joyau d'art gothique, symbole de toute une ville. Ici, dans quelques semaines, afflueront du monde entier des centaines de milliers de jeunes. Du coup, au siège de l'archevêché, c'est un peu la course pour cette dernière ligne droite. Bon, nos collègues disent toujours, on a encore, je ne sais pas combien de jours là, 90 jours, mais ils calculent aussi les nuits. Nous avons 90 jours et 90 nuits. Parce que, en fait, bon, pour eux, c'est beaucoup de travail. Mais ils sont à temps. Voilà, bon, la place sera en tout cas prête là-bas. On se pose un peu encore des questions concernant les logements. Bon, il y a beaucoup de familles qui sont prêtes à recevoir des pèlerins, mais on est encore à la recherche. Des JMJ donc en pleine préparation. D'autant qu'avec la venue sur ces terres du pape Benoît XVI, les estimations quant à la participation sont revues à la hausse et le programme du Saint-Père risque bien d'être en grande partie bouleversé. Je crois qu'il y a encore très peu qui est confirmé. Je sais qu'il y a les responsables du bureau JMJ sont maintenant sans cesse justement à dialoguer ceci aussi avec les responsables à Rome. Parce que bien sûr, avec un pape qui est plus flexible, qui n'est pas malade, d'autres choses sont possibles que ce qui était prévu avec Jean-Paul II. En attendant pourtant, il faut se mettre au travail. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à Cologne, les choses avancent. L'Office du tourisme déjà aux couleurs de l'événement.
les abords de la gare centrale en plein travaux. Il faut dire qu'ici, le 15 août, afflueront après une première semaine dans les diocèses des trains de toute l'Allemagne pour 5 jours de fête, 5 jours de rencontre avec le pape. À quelques centaines de mètres de là, le QG des JMJ. Ici travaillent depuis 1 an maintenant, chacun dans son bureau, 150 bénévoles chargés de préparer, en lien constant avec les diocèses du monde entier, ce que l'on dit déjà être l'un des plus grands rassemblements que l'Allemagne n'ait jamais connu. Une organisation colossale qui pourtant ne doit pas faire oublier l'objectif essentiel de ce rassemblement. Ce n'est pas seulement un grand événement. Ce qui est important, c'est sa dimension spirituelle. C'était en tout cas l'idée de Jean-Paul II quand il a créé les JMJ. Le plus important est d'inviter les jeunes à se mettre en route vers les JMJ comme des pèlerins. Mon travail consiste donc à encourager tous les jeunes à voir les JMJ comme un moment privilégié pour trouver Jésus et grandir dans sa foi. Rencontrer Jésus, voilà bien le programme de ces JMJ, qui a pour thème cette année « Venez, adorons-le ». Un thème à Cologne des plus à propos, puisque c'est dans sa cathédrale que les reliques des rois mages sont conservées. Un signe fort, un appel, pour que ces JMJ soient pour tous, croyants et non-croyants comme les mages, l'occasion d'une rencontre avec le Christ. Pour préparer une telle rencontre, dans les paroisses de Cologne, l'heure est à l'effervescence. Pivot de l'organisation, les jeunes eux-mêmes, organisés en Kernteam, équipe du cœur en français, chargés de lancer ces JMJ. Vous savez que même en Allemagne, au début, les JMJ n'ont emballé personne. C'était l'histoire de pape ou bien l'histoire de Rome et tout. Donc les gens étaient assez réticents. Et les Kernteam avaient un peu la tâche de rendre cela attractif, comme on dit en allemand ici, attractif, de rendre ça intéressant. Donc c'était un peu le rôle. Et ils ont aussi la charge, au moment des JMJ, d'être un peu le noyau d'accueil de tous ceux qui viendront. Enfin, aspect le plus spectaculaire peut-être de cette préparation, la prairie du Marienfield. Ici auront lieu la dernière veillée et la messe de clôture des JMJ. 30 hectares de champs où tracteurs et camions s'activent depuis des semaines maintenant pour aménager ce lieu qui devrait accueillir le jour J près d'1 million de fidèles. Un chantier spectaculaire qui suscite la curiosité de tous. Pour ma part, je suis athée. J'ai grandi dans une famille de protestants. Mais vers l'âge de 11 ans, je me suis éloigné de Dieu. Pourtant, je pense que pour les gens qui croient, c'est quelque chose de très important. Les JMJ, une bonne chose pour les croyants, et pourquoi pas au-delà, qui sont en tout cas à Cologne, bel et bien lancés. Eh oui, bel et bien lancé. Alors, Père Larvol, en quoi cette édition est-elle vraiment singulière cette année? C'est la 20e. Ça fait plus de 20 ans maintenant que les JMJ déploient une occasion de rencontre entre les jeunes de tous les pays. Et depuis 20 ans, on sait bien que le phénomène n'a cessé de s'amplifier. Je crois que ce qui va se passer cette année confirmera ce mouvement, ce courant. Les JMJ, pour les jeunes, l'occasion d'une rencontre pour ceux qui ont commencé à croire au Christ, qui croient en lui, pour éventuellement d'autres jeunes, garçons et filles, qui peut-être se posent des questions ou disent qu'à l'étape actuelle, pour eux, le Christ n'a pas de sens, mais qui sont prêts à rencontrer d'autres et se laisser guider peut-être, comme les mages, ces marcheurs à l'étoile, vous savez, ces mages qui étaient des païens, qui sont venus de très loin, qui se sont déplacés à la rencontre d'un enfant. Ils sont venus l'adorer. Ils sont venus l'adorer et l'ayant adoré, ils sont repartis par un autre chemin pour être porteurs de cette bonne nouvelle qu'ils avaient reçue. Je crois que les JMJ sont avant tout un pèlerinage des jeunes, pour les jeunes, par des jeunes, pour leur permettre de vivre une étape qui éclairera leur route et qui leur permettra de donner du sens à tout ce qu'ils vivent, en positif et aussi en difficulté. Alors vous êtes bien placé, vous, en tant que coordinateur, pour prendre la température. C'est un bon cru là, qui s'annonce cette année? La température est excellente. Tous les indices sont ouverts. C'est une température de très bonne santé. Les indices sont ouverts. Je peux vous dire que, puisque l'équipe d'organisation allemande nous imposait des inscriptions pour le 31 mai, alors
Je dis tout de suite que les inscriptions ne sont pas closes. Elles se prolongeront jusqu'au 31 juillet. Donc, je m'adresse à tous ceux et celles qui ne sont pas encore décidés. Il y a de la place. Mais nous avons quand même fait en sorte de mobiliser les diocèses, les responsables diocésains, les responsables des communautés, des mouvements, des congrégations. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que nous avons 30 000 jeunes Français inscrits, ce qui, au début du mois de juin ou à la fin du mois de mai, est une performance que dans les éditions précédentes, je n'avais pas connue. Alors par exemple, vous parlez des éditions précédentes par rapport à Toronto. Les éditions précédentes, c'était Toronto. Alors Toronto, c'est... Il y en avait combien à la même époque? Alors à l'époque, il y en avait... On était 10 000 au total à Toronto, mais au mois de mai, il y en avait 4 5 000 peut-être. Enfin, c'est ça. Donc déjà 30 000 Français inscrits. Déjà 30 000 Français inscrits, 25 000 par la conférence des évêques, donc par nos services, et 5-6 000 par les communautés internationales dans lesquelles il y a beaucoup de Français. Ce qui est, je crois, le signe d'une vitalité. Et, bon, maintenant, il faut que les 2 mois qui viennent, les 70 jours qui nous séparent des JMJ, confirment cet élan, parce que tout reste à faire. Je crois qu'on peut atteindre... Alors la question, ce n'est pas de faire du chiffre, la question, c'est de permettre au maximum de jeunes de vivre cette rencontre du Christ avec d'autres jeunes. Oui, et là, il y a toute une démarche de mouvement, j'imagine, de mise en route, qui est maintenant bien lancée. Hein. Ah, tout à fait, oui. Et je crois, enfin, il y a depuis une bonne année déjà une belle mobilisation dans les diocèses. Nous étions à la fin du mois de mai à la 3e rencontre nationale des délégués diocésains, des mouvements, des congrégations, des communautés. Et à chaque fois, Pierre peut ici en témoigner, il y avait 140 personnes, 150 personnes, 160 personnes venues de l'ensemble de ces communautés ecclésiales, que ce soit les diocèses et les autres. Et ça a toujours été des temps forts qui manifestent bien une belle mobilisation chez nous en France aujourd'hui, et j'espère qu'elle est aussi ailleurs. Pontoise, le diocèse est révélateur un peu de cette effervescence qui règne aujourd'hui. J'espère bien sûr. C'est comme des GMJ étonnantes. Les jeunes vont pouvoir rendre grâce pour Jean-Paul II. Ils sont de la génération de Jean-Paul II, ils ne cessent de le dire. Et puis en même temps, de vouloir connaître le nouveau pape, Benoît XVI, qui leur a dit dès le début, je vous attends à Cologne. Le bon pape Jean-Paul II a réussi à communiquer avec vous. Moi aussi, je désire continuer cette communication. Je désire aussi avoir vos questions pour pouvoir répondre à vos demandes, à vos questions. Et le diocèse de Pontoise, comme disait le père Larvol, comme tous les autres diocèses, d'un seul coup. Il y a 15 jours, je serais venu vous voir, je n'avais pas une mine réjouissante, je me disais, on est à peine une centaine. Aujourd'hui, on arrive à près de 700 jeunes. Ouais. Et en quelques semaines, il y a eu cet élan. Il y a eu cet élan, et ça, c'est fabuleux. Alors vous-même, c'est votre 3e participation, je crois, au GMJ. En plus, je vais faire un ancien combattant. J'y étais dès Saint-Jacques-de-Compostelle, en 89. En tant que délégué? En tant que délégué, ça fait déjà 3 fois. C'est fait 3 fois, c'est ça. Oui, ouais. Et là aussi, je suis quand même un ancien combattant. Il y en a rarement, il y en a qui ont fait autant en tant que délégué. Ouais. Là, pour Toronto, il fallait s'inscrire assez rapidement, et c'était un peu les ambassadeurs des diocèses qui partaient à Toronto, vu le coût. Ouais, ce que l'Église a un peu déploré à ce moment-là. Mais bon, on ne pouvait pas faire autrement. On ne pouvait pas faire autrement. Rome, ville mythique, bon, on voulait y aller sans problème. Là, on s'est dit, comment ça va se vivre, comment ça va se faire? Et puis d'un seul coup, peut-être c'est à Pentecôte, l'Esprit Saint qui a soufflé, et véritablement, là, il y a eu un élan. Et c'est étonnant, il y en a encore qui s'inscrivent. Alors, oui, ils peuvent s'inscrire, qu'ils s'inscrivent le plus rapidement possible pour qu'on puisse les préparer le mieux possible à cette grande rencontre. C'est un pèlerinage extérieur, mais aussi c'est un pèlerinage intérieur. Comment intérieurement découvrir le Christ. Benoît XVI dit aux jeunes, n'ayez pas peur d'entrer en amitié avec Jésus-Christ, cela n'enlève rien, cela apporte tout. Alors, je pense qu'un message comme celui-ci attire bien sûr les jeunes. Oui, petit tour du côté du diocèse d'Orléans avec vous. Oui, bah c'est vrai que pour nous, les JMJ, on a à peu près 150 inscrits sur le diocèse. C'est vrai que plus particulièrement, on avait mis une date butoir sur le diocèse, une première date aux alentours du 15 mai. Donc c'est vrai que ça a permis à pas mal de jeunes de s'inscrire à ce moment-là, puisqu'on avait mis un petit peu de temps à décoller. On espère que les chiffres vont encore remonter. On aimerait bien pouvoir atteindre 200 ou 250 jeunes. Et puis, c'est vrai que je pense que c'est un parcours vraiment formidable à vivre pour des jeunes. En plus, en particulier, moi, je suis issu des services de coopération missionnaire, et c'est vrai que la dimension missionnaire qui a tout particulièrement marqué, qui est de toute façon de fait dans les JMJ, puisque c'est la rencontre de jeunes de tous les pays du monde, mais qui est là encore plus marquée avec ces mages qui sont
les premiers en fait à avoir rencontré le Christ. Cette révélation du Christ à l'ensemble des nations, ça me touche particulièrement et je crois que c'est vraiment une vraie chance pour les jeunes de pouvoir vivre ça, alors qu'ils n'hésitent pas encore à s'inscrire. Oui, c'est cette dimension un peu internationale que vous aimez, oui, à travers un parcours qui est le vôtre et qui vous a conduit en fait au Brésil, où vous avez vraiment senti le pouls de la nécessité d'une église à la fois très collégiale et puis très, très plurielle en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi j'étais particulièrement touchée par la rencontre avec les autres églises à travers le monde, de se rendre compte qu'on a tous cette unité en Christ, que peut-être on ne verra jamais peut-être les Papous ou les Tanzaniens de si près, et que pourtant on partage avec eux cette profonde union en Christ, et que c'est vrai que dans des grands rassemblements comme les JMJ, eh bien, on voit que finalement la rencontre se fait toute simple parce qu'on a cette force en nous qui nous unit, et ça je crois que c'est très beau, et qui nous invite à aller plus loin et à aller de par le monde, et fort de cette force qu'on a en nous. Bien sûr, c'est pas le but de rester centré sur nous. C'est d'ailleurs la démarche des JMJ invite bien. Les mages, ils sont repartis par un autre chemin, transformés par cette rencontre, et puis fort de ça pour aller de par le monde. Ouais. C'est une main tendue, Père, également aux églises sœurs. C'est une main tendue aux églises sœurs, et particulièrement dans le cadre d'une Allemagne où effectivement plusieurs églises coexistent, si j'ose dire, et annoncent la même bonne nouvelle et sont fondées sur la même parole du Christ, qui est la source de notre unité et qui est aussi le terme de notre chemin. Et donc nous avons tout à faire pour contribuer à grandir et à développer cette unité qui est le signe d'une église sacrement de salut. Toronto, c'était la rencontre d'une autre culture, d'autres religions. Cologne sera, je crois aussi, dans le cadre de l'Europe qui se construit, malgré les soubresauts que nous connaissons, dans le cadre de cette Europe qui se construit, je crois que Cologne aura une place particulière pour nous, en particulier dans le rapport et dans les relations franco-allemandes 60 ans après. C'est quand même pas rien de pouvoir retrouver des chemins de fraternité, de coexistence et de confrontation, mais sereine, et d'approfondissement de la foi ensemble. Nous sommes dans ce vaste monde habitant finalement d'un grand village, et je crois que tous ces jeunes qui viendront de France, mais aussi d'ailleurs à Cologne, donneront le signe que cette fraternité, que cette paix, que cette rencontre entre les nations, entre les cultures est possible au-delà des différences, au-delà des conflits, au-delà des guerres. Et je crois que les JMJ sont, depuis 20 ans, ce signe très fort. Certains parleront d'utopie, mais cette utopie se réalise à travers ces rassemblements. Donc il y a un caractère très, très prophétique. Très fort d'une paix possible que les jeunes espèrent et dont ils sont déjà les bâtisseurs aujourd'hui. Et je crois que c'est un des enjeux, un des grands défis des JMJ, une raison pour laquelle je crois que l'invitation doit être très, très large. Une autre dimension importante, c'est que Cologne a toujours été le point de départ en fait d'un vaste départ de mission et de pèlerinage, notamment vers la Terre Sainte. Donc on est vraiment à la croisée des chemins. Alors. On est à la croisée des chemins et je pense qu'on le vérifiera au mois d'août prochain. Alors on va vous présenter également les autres jeunes qui sont ici avec nous, notamment Hugo Vandamme. Je vous ai présenté tout à l'heure comme permanent national de la JOC. Alors pour les jeunes qui nous regardent, la JOC c'est quoi d'abord? La JOC, donc, la jeunesse ouvrière chrétienne, c'est toujours un mouvement de jeunes dirigé par des jeunes. On est toujours composé de jeunes de milieux populaires. Et ce qui nous réunit aussi dans nos préoccupations, c'est le quartier, notre vie basée sur le quartier, et aussi dans le monde du travail, la formation professionnelle. Voilà, et puis surtout cette diversité qu'on a envie de vivre ensemble. Dans une foi qui nous anime et qui nous pousse aussi à agir pour améliorer notre quotidien. Comment cette élection précisément du nouveau pape a-t-elle été ressentie dans les quartiers populaires dont vous êtes ici un des représentants? Je ne sais pas si c'était la préoccupation première de voir la nomination d'un nouveau pape. Je ne suis pas sûr qu'en termes de lisibilité, de compréhension de tout ce qu'est l'Église, ça atteigne, je veux dire, tous les jeunes. D'ailleurs, j'étais à la fois très surpris et puis heureux de voir par exemple un groupe de JEC qui faisait une retraite à Lourdes le week-end où le pape Jean-Paul II est mort, et ils étaient très affectés par cette annonce, quoi. Et alors que d'autres, par contre, c'était plutôt l'occasion pour eux de se poser des questions sur quel est le pape, quel est son rôle.
dans l'Église. Et je crois que c'était aussi intéressant. D'ailleurs, c'est la JOC aussi, c'est son rôle d'essayer d'expliquer quelle est cette Église dans laquelle nous nous trouvons. Et je crois que les JMJ, d'ailleurs, seront cette occasion aussi de se situer dans toute cette Église avec une diversité qui est quand même assez incroyable, je crois. Pas seulement au plan international, mais aussi au plan de la diversité sociale, culturelle. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une diversité dans l'Église qu'on ne remarque pas toujours. Et moi, je trouve ça sympa de voir comment, là, ces JMJ, par la porte notamment du rassemblement, de la fête, du mouvement de masse, des jocistes et des copains de jocistes vont pouvoir retrouver cette ambiance qu'ils ont pu retrouver, par exemple, à Bercy, il y a 2 ans, lors de notre dernier rassemblement national. Oui, je crois que ça va permettre... Ouais. C'est vrai que nous étions 18 000, donc je crois que ça va permettre de retrouver cette ambiance et en même temps de dire, nous, jocistes ou non jocistes, que nous soyons de quartiers populaires, de cités ou de milieux plus aisés, quel que soit, nous sommes la même Église. Et je crois que ces JMJ seront un moment fort pour vivre ce temps de communion avec toute l'Église, quelles que soient nos origines. Alors vous parlez de chiffres, comment le mouvement jossiste va porter vraiment ces JMJ. Vous serez combien à Cologne? Alors, c'est très difficile à chiffrer. Aujourd'hui, moi, je sais, d'après l'équipe nationale, où on essaie de référencer rapidement, on devrait être, pour le moment, a priori, un peu moins de 200 à y être, selon les informations. Après, donc il y a une déperdition par rapport à Bercy, alors? Mais je crois aussi que... aujourd'hui, il faut regarder à quels jeunes on s'adresse, il y a des jeunes encore qui se tâtent d'y aller aussi pour un week-end. On essaie aussi de les convaincre. Regardez que, par exemple, l'argent, désolé, mais c'est quelque chose qui revient sur les diocèses, pas qu'on jogue. Donc ça doit pas être un frein. Il faut que s'ils ont la volonté d'y aller, ils puissent y aller. Après, les jeunes qu'on rejoint, cet été, ils travailleront. On le voit déjà, la JOC qui tient tous les étés des permanences pour les travailleurs saisonniers. Pourquoi elle fait ça? C'est parce que les jeunes des milieux populaires, pendant l'été, ils travaillent. Et ils ont besoin de cet argent pour aider leur famille, pour payer leurs études, pour payer leur logement, parce qu'ils sont en précarité le reste de l'année. Je crois qu'aussi, on ne peut pas leur en vouloir. Par contre, c'est aussi comment les jocistes qui seront présents, ils vont rapporter ce qu'ils auront vécu à Cologne, sur les fédérations, dans les diocèses, dans les paroisses, quand ils pourront en témoigner. Donner goût à d'autres jeunes aussi, de faire église, de découvrir aussi le Christ. Je crois que c'est pas seulement... La JOC, elle ne s'adresse pas à elle-même, elle s'adresse bien aux jeunes des quartiers populaires, croyants ou non croyants. C'est à eux qu'on a annoncé Jésus-Christ, pas à nous-mêmes. Vous misez beaucoup, vous, mon père, sur tous ces mouvements d'église qui existent aujourd'hui. Je crois que ce que vient de dire Hugo manifeste que les JMJ ne sont pas le rassemblement, comme on l'a dit il y a quelques années, des BCBG, des jeunes des beaux quartiers. Vous voyez, il y a eu un certain nombre d'évaluations des médias qui laissaient dire que voilà. Je crois que c'est faux. La preuve, c'est que des jeunes des quartiers populaires y sont. Et je crois que Pierre, au diocèse de Pontoise, peut témoigner que les participants au JMJ ne sont pas exclusivement de milieux plus aisés. Moi-même, j'en ai été témoin à Toronto, puisque j'étais dans un avion de 350 places avec les diocèses d'Évry et de Créteil, si je ne me trompe. Et je peux vous dire que les 400 jeunes qui étaient dans cet avion, et je les ai bien vus parce qu'on a passé une nuit à l'aéroport, étant donné que notre avion a dû démarrer, tu t'en souviens, c'était l'occasion de contacts et de rencontres, et je peux vous dire que ce n'était pas seulement que des jeunes, des quartiers. Alors, je n'ai rien contre ces jeunes, tout le monde a sa place, mais je crois que notre effort aujourd'hui, c'est bien de permettre à tous les jeunes, en très grande diversité, de rejoindre ce rassemblement et d'être un peu apôtres les uns pour les autres. Apôtres, témoins d'un goût de vivre à cause de l'Évangile et à cause du Christ. Je crois que c'est ce que fait la JOC, c'est ce que font d'autres mouvements de jeunes, mouvements ou communautés. Et ce qui me paraît très important et très original dans ces JMJ depuis une dizaine d'années en France, chez nous en particulier, c'est qu'à travers cela se tisse dans l'Église catholique en France un vrai réseau de communion dans le respect de nos différences. Nous ne sommes pas tous les mêmes, mais tous, à cause de notre foi au Christ, nous sommes appelés à rendre témoignage de cet évangile. Et voilà, si nous sommes divisés, si nous passons notre temps à nous entredéchirer, on ne peut pas témoigner de l'évangile. Je suis en mission dans un milieu populaire, Sarcelles, Garges-les-Gonesse, c'est bien connu. Et oui, non, c'est différent du 16e.
Et je reviens sur la question que vous avez posée à Hugo. Ce n'est pas l'élection de Benoît XVI qui a interpellé les jeunes, c'est le décès de Jean-Paul II. Au moment du décès, grâce aux médias, et entre autres merci à KTO, c'était remarquable comment ça a été présenté, ils ont été touchés par cela. Toute religion confondue. Hein, j'ai fait une messe, il y avait l'imam qui était présent, j'ai eu des lettres des juifs. Non, franchement, c'était remarquable. Comment ça fait vraiment, grâce aux médias, mais grâce à l'événement, il y a eu cela, il y a eu cet écho. Maintenant, les jeunes, aujourd'hui de milieux populaires, veulent aussi le devenir, avec ces difficultés, ces nombreuses difficultés. Beaucoup doivent travailler au mois de juillet, au mois d'août, pour pouvoir vivre pendant l'année scolaire. Il y en a une partie qui viennent. Et ce que vient de dire le Père Larvol, c'est extraordinaire sur le diocèse de Pontoise. Vous les connaissez, vous les avez reçus il y a quelques semaines. Des gens de la communauté chaldéenne qui vont venir. Ça veut dire des Turcs, des Iraniens, des Irakiens qui ont été renvoyés de chez eux. Il y a des gens de grandes écoles de commerce qui sont situées à Cergy, d'écoles multiples et variées de commerce, milieux privilégiés. Et il y a ces jeunes de milieux très populaires. Et on mélange tout cela. Et ça, c'est la catholicité de l'Église qui est remarquable. Et comment ce mélange? Il y a des jeunes, déjà à Toronto, qui m'ont dit « Mais jamais j'aurais vu ce jeune sur le trottoir devant moi, j'aurais changé de trottoir. » Et là, il y a cette rencontre en vérité. Et là, il y a comment découvrir à travers les autres le tout autre qu'est le Christ. On vient de le voir aussi récemment avec le FRAT, à petite échelle. Ça représente un peu cet esprit-là. C'est ça. Et les jeunes du FRAT disent « C'est quand les JMJ parce que nous, on va vivre les JMJ. » Et même, parfois, pour présenter le FRAT aux plus jeunes, on dit « C'est des JMJ pour les plus jeunes. » Ah bah c'est ça, ouais. On transforme un peu, mais pour leur dire, c'est les JMJ pour les plus jeunes. Alors, un petit mot peut-être sur les médias auxquels vous faisiez allusion il y a quelques instants dans votre intervention. C'est vrai que les médias qui sont généralement si critiques, on le sait, envers l'Église, là, concernant les JMJ, sont toujours très très surpris. Ils ne sont pas médisants pour une fois, sans tomber bien sûr dans la victimisation, mais concernant cet événement-là, ils ne savent pas comment le traiter parce que c'est vrai que l'ampleur de l'événement les surprend. Tout à fait, loin de moi l'idée de juger les médias. Je crois qu'ils s'efforcent les uns et les autres, et là aussi dans une très grande diversité, de rendre compte au mieux de ce qu'ils perçoivent de la réalité. Cela est clair. Cela étant, c'est vrai que par rapport à ce qui se vit dans le cadre des JMJ, il y a quelque chose d'un peu ineffable, qu'on a du mal à dire, qu'on a du mal à traduire, parce que c'est de l'ordre du mystère de la rencontre et c'est de l'ordre de la foi. Et ça, n'importe quelle analyse sociologique, politique, etc., qui sont nécessaires, médiatiques, etc., toutes choses nécessaires, ne rend compte vraiment totalement de l'expérience de foi qui est partagée dans ces JMJ. Et voilà, alors c'est pour dire que je crois qu'Athéo nous y aide, et d'autres médias aussi, et merci à eux. Voilà, mais nous avons aussi, nous, à les aider et à faire en sorte que des jeunes soient eux-mêmes formés. On a eu au mois d'octobre une rencontre, un week-end de formation des porte-paroles des diocèses. Ils étaient, je crois, 80, venant de presque tous les diocèses de France, qui ont, pendant 48 heures, été formés sur, précisément, la manière de traduire aux médias, écrits, télévisés, parlés, ce mystère des JMJ. Mais le mystère dans le sens de saint Paul, de ce grand projet d'amour de Dieu pour l'humanité tout entière, pour tous les hommes. Alors, avant de poursuivre cette émission avec des témoignages de jeunes qui sont ici dans le public et qui s'impatientent, bien sûr, de réagir et de nous faire partager un peu leur expérience des JMJ en la matière, ce que je vous propose, c'est de suivre un deuxième reportage qui a été tourné toujours par Emmanuel Pelat à Cologne et qui insiste davantage, vous allez voir, sur l'aspect spirituel des choses. Regardez. Tout commence au JMJ de Toronto. Après une semaine de rassemblement où Jean-Paul II fait une fois encore mentir tous les pronostics, devant une foule de 800 000 personnes, le pape lance à la jeunesse le prochain rendez-vous. Ce sera Cologne, en Allemagne. À l'époque, au vu de la santé du Saint-Père, nombreux sont ceux qui lui pronostiquent un successeur pour ses prochaines JMJ. Mais personne alors n'imaginait que ce serait un Allemand qui reviendrait en plus à Cologne, sur ses terres. Aujourd'hui, au pied de sa somptueuse cathédrale gothique, ce n'est pas encore le pape Benoît XVI que fête l'église de Cologne, mais le Saint-Sacrement pour la fête Dieu. Nous appelons cette fête Fronleichnam. Elle a été instituée au XIIIe siècle en Belgique par la sœur Juliana de Liège. Elle avait des visions et voyait Jésus dans l'hostie. L'Église a alors établi la fête du Saint-Sacrement pour toute l'Église au XVIe siècle. Cette année est l'année de l'Eucharistie
Et par conséquent, cette fête, cette année, est vraiment particulière. Beaucoup de gens de différents pays et aussi des touristes viennent aujourd'hui, parce que c'est une magnifique célébration. Une grande fête pour l'Église donc, particulièrement cette année de l'Eucharistie et des JMJ, puisque le thème retenu pour cette édition est « Venez, adorons-le ». Pour preuve, se dresse devant l'autel la croix des JMJ, offerte aux jeunes il y a un peu plus de 20 ans maintenant par le pape Jean-Paul II, et qui depuis n'a cessé de parcourir le monde, à l'image de cette foule réunie aujourd'hui. À la fin de la célébration, portée par des jeunes volontaires pour les prochaines JMJ, c'est aussi la croix qui ouvre exceptionnellement la grande procession annuelle de la Fête-Dieu de Cologne. Une procession assez exceptionnelle en Allemagne, qui, comme la plupart des pays occidentaux, n'est pas très familière de ces démonstrations de foi. Pourtant, au passage des fidèles, les réactions sont moins hostiles qu'on ne pourrait l'imaginer. C'est la liberté d'avoir une religion, de croire en Dieu. Non, c'est bien. Je pense que c'est très important de suivre la procession, parce que je suis catholique romaine et c'est quelque chose de mon enfance. Je pense que les catholiques font cela parce que c'est une vieille tradition. Et pour ma part, je trouve ça très beau, très coloré. Les gens ont besoin de choses comme ça, mais ils pensent pouvoir s'en passer. Alors que tout le monde en a besoin. Pas seulement les catholiques, les juifs ou les gens d'autres religions. Tout le monde a besoin de ça. Autant de réactions qui sont assez significatives du contexte ouvert dans lequel s'inscrivent ces JMJ. Celle d'une société allemande où, malgré la séparation de l'Église et de l'État, le laïcisme à la française est inconnu et l'anticléricalisme bien plus rare. Étonnamment, c'est peut-être du côté de l'Église qu'il faut chercher une résistance. Car quand on interroge les fidèles sur Benoît XVI, les avis ne sont pas unanimes. Je ne suis pas contre lui, mais j'aurais voulu un pape qui ne vienne pas d'Europe. Parce que je pense que maintenant, le temps est venu. Après le grand pape Jean-Paul II, nous avons un nouveau pape, et je suis assez fier, c'est vrai, qu'il soit allemand. Je pense qu'il nous réserve, quelques surprises dans son travail et son action. Donc, je pense qu'il faut attendre. Une église allemande qui, il est vrai, a eu parfois, par le passé, quelques différends avec le cardinal Ratzinger, sur les questions de l'œcuménisme ou de l'avortement notamment. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, en cette fête Dieu, dernier grand rendez-vous avant le début des 20e Journées mondiales de la jeunesse, le 11 août prochain, c'est une église allemande fervente que l'on voyait à Cologne, attendant les JMJ et le pape allemand Benoît XVI. Voilà, retour sur ce plateau de KTO Magazine avec le micro qui est dans les mains de Carole. Est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord ? Oui, donc Carole du diocèse de Créteil et oui. J'appartiens à l'équipe diocésaine donc du diocèse de Créteil. Oui, et vous êtes responsable de la communication, vous. Voilà, tout à fait. Alors, il y a vraiment besoin de communiquer aujourd'hui là-dessus ? Il y a besoin de communiquer beaucoup déjà sur le diocèse, de faire connaître dans les paroisses les JMJ, d'aider les délégués de secteur à communiquer sur les JMJ, à faire connaître aux paroissiens les JMJ. Mais théoriquement, les curés de paroisse, les prêtres en règle générale s'en font l'écho, non ? Ils s'en font l'écho, mais ils ont besoin d'aide. Hein. Ouais. C'est peut-être pas suffisant, donc il faut qu'il y ait des jeunes qui se montrent actifs et dynamiques avec l'envie de partir, je pense, pour insuffler cet esprit JMJ dans les paroisses. Alors, qu'est-ce qui vous plaît, vous, particulièrement, dans cette manifestation ? Je dirais beaucoup, effectivement, le côté multiculturel, la rencontre avec les jeunes du monde entier. C'est quand même une expérience aussi spirituelle qui est très forte. On vit des moments très forts sur le moment. Et on voit bien, après, qu'on revient très motivé, dynamique, avec des envies de faire des choses, de s'engager dans l'Église. Alors, concrètement,
Parce que là, vous nous parlez de rencontres avec les jeunes du monde entier. Mais les gens qui nous regardent et qui n'ont pas eu cette chance d'avoir participé aux éditions précédentes des JMJ se disent, mais comment rencontrer ce million de personnes sur place? Comment ça se fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, décliner un peu tous les événements qui ont lieu sur place et qui permettent justement cette rencontre? Mais il y a déjà tous les moments qui sont prévus par le programme, donc tous les temps de célébration. D'abord les temps dans les diocèses où effectivement ce sont des temps privilégiés de rencontres avec nos hôtes. Et ensuite il y a donc tous les temps qu'il y aura à Cologne avec cette fois-ci tous les pèlerins qui viendront du monde entier. Et moi je trouve personnellement que les temps de rencontre se font de façon tout à fait inopportune. Par exemple, dans le métro, j'ai des souvenirs d'avoir rencontré des jeunes dans le métro, sur les lieux d'hébergement, où il y a des jeunes du monde entier qui sont logés dans une même école. Voilà, des moments comme ça. Ah oui. Et je crois qu'il y a un événement, mon père, qui cimente un peu l'ensemble, ce sont les catéchèses. Hein. C'est le moment clé, en fait, des JMJ. C'est un des moments clés. La catéchèse, c'est un temps, dans les 3 jours qui précèdent la présence du pape, Benoît XVI. Chaque matin, les jeunes, donc par groupe de 1000, 2000, 10 000 quelquefois, sont invités à rejoindre des lieux de catéchèse pendant 3 heures de temps. Donc c'est l'occasion d'une prière ensemble, l'occasion d'un enseignement donné par les évêques. Je peux vous dire que 35 évêques français ont été sollicités par le Conseil pontifical pour les laïcs à Rome pour donner des temps d'enseignement pendant les JMJ de Cologne. Et des temps d'échange. Vous évoquiez tout de suite les échanges entre jeunes. Le temps des catéchèses prévoit des temps d'échange, de partage à partir de l'enseignement des évêques et de questions posées aux évêques, de telle sorte que quelque chose de cette foi, à partir du thème « Nous sommes venus l'adorer », puisse se développer, se construire, se partager. Et il peut y avoir des raisons de croire, il peut y avoir des raisons de ne pas croire, mais qu'on se le dise et qu'ensemble on cherche quelque chose de cette vérité du Christ. Je crois que ce thème des JMJ de Cologne nous oriente beaucoup vers la recherche de la vérité. Nous sommes venus l'adorer. Le Christ, source de vie, voilà. Et ces temps de catéchèse sont des temps effectivement très forts, à la fois d'enseignement, de réception de ces jeunes. Et je crois que pour les évêques, c'est quelque chose d'important aussi parce que ils se rendent compte que les jeunes sont vraiment, comment dire, un peu la perle enfin, pour leur diocèse. Ouais. S'il y a tant d'évêques français, je crois qu'il y en a 80 aujourd'hui inscrits, c'est-à-dire pratiquement les 3/4 d'évêques français inscrits pour ces JMJ de Cologne. C'est bien le signe qu'ils comptent beaucoup sur ces jeunes pour, avec eux, dans le diocèse, à leur retour, être témoins d'une Église qui a du goût à vivre et du goût à témoigner de sa foi. Vous voulez intervenir, s'il vous plaît? Oui, je pense que sur le diocèse, on a essayé aussi de mettre en place une dynamique qui aille au-delà du simple temps à Cologne et à Münster, puisque nous, on sera accueillis dans notre ville jumelle, donc sur le diocèse de Münster, donc du 11 au 21 août. Mais avant cela, on a essayé de construire une dynamique sur l'ensemble du diocèse pour permettre que, effectivement, comme on le disait, tous les jeunes ne peuvent pas partir, et ça, on a bien conscience que, effectivement, la plus jeune part des jeunes vont travailler pendant l'été ou vont avoir diverses activités et ne vont pas pouvoir partir. Et donc, on a essayé de mettre en place différents temps, effectivement, à partir des fiches pédagogiques qui sont proposées par le national, de partir là-dessus en plusieurs temps pendant l'année. Alors, il y a eu un temps en paroisse le 9 janvier, puis le 20 mars, on a fait un temps sur l'ensemble du diocèse où, après une Eucharistie, les jeunes ont pu travailler en atelier sur les fiches pédagogiques qui essayent d'aller un peu plus loin dans le thème, de savoir par rapport au choix, par rapport à de quel pouvoir parle-t-on dans l'Église, etc. Et de réfléchir comme ça. Et en juillet, on aura également de nouveau 3 propositions pendant l'été pour les jeunes pour aller plus loin. Voilà. Donc ça, c'est important, hein, parce qu'on parle beaucoup de la grand-messe qui réunit 1 million de personnes, mais avant cela, il y a toutes ces composantes qui sont essentielles. Hein. Il y a, si vous me permettez l'expression, 3 ingrédients nécessaires pour les jeunes, dans ces rassemblements, mais aussi dans les rassemblements locaux qui sont indispensables. Et on l'a vu dans l'Île-de-France, mais aussi en dehors de l'Île-de-France, des rassemblements qui imprégnaient ces 3 ingrédients. Tout d'abord, un temps de prière. Messe, adoration, une vie sacramentelle. Réconciliation pour ceux qui le souhaitent. Ça, c'est un ingrédient indispensable. Deuxième ingrédient, c'est la fraternité. Vivre un moment fraternel, une rencontre avec l'autre qu'on ne connaît pas, mais à travers l'autre, on découvre beaucoup. Et on découvre de soi, et on découvre de Dieu. Et troisième point, l'enseignement, une catéchèse. Et les jeunes, véritablement, dans ces rencontres, ont besoin de ces 3 ingrédients. Ouais. Et ils adhèrent à l'enseignement, là, vraiment, ce que disait le Père Larvol. Mais absolument, on se réveille tôt, on s'est couché tard, on est fatigué, mais on y va absolument parce qu'on rejoint les autres. Il y a le côté de la communauté, l'importance de la communauté, mais aussi on a une soif de savoir.
Et les jeunes ont une soif de savoir, de mieux comprendre. Et pendant 2 heures et demie, certains profs aimeraient bien voir ça. Du reste, ils sont assidus. Et pourquoi on sait qu'ils sont assidus? Parce qu'ils posent après des questions. Ils se mettent en petits groupes, en petits carrefours, et ils posent des questions. Et les évêques, au début, comme disait le Père Larol, sont un peu étonnés. Ils ont une foule de jeunes devant eux, ils n'en ont jamais eu autant. Des jeunes qui interpellent par la suite l'évêque. Non, ça c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Ça date, il ne faut pas être chauvin, mais ça date de 97, depuis les JMJ de Paris, qu'il y a vraiment ces propositions qui sont faites. Ouais. Et qui ont catalysé un peu l'ensemble. Nathalie, vous avez le micro. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs? Donc Nathalie, je fais partie de la JOC. Ça fait 3 ans à peu près que je suis en équipe JOC. Je suis du 93 Nord, du diocèse de Saint-Denis. Et comment ça se passe alors précisément dans votre diocèse? Dans le diocèse, je ne sais pas trop, mais en tout cas, en ce qui concerne Austin, on se prépare tous très activement. On est 15 à partir pour l'instant. Ce qui est pas mal, non? Voilà, déjà. C'est tout mon groupe de GOC. Oui. On part tous, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir parce qu'on n'a pas pu tous partir aux frates de Lourdes. Donc là, on part vraiment tous. Et il faut dire qu'on s'est aussi un peu mieux préparé que pour les frates de Lourdes. Et préparation dit, c'est des heures à faire des papiers cadeaux pour gagner des sous. Ouais. Voilà, et finalement, on a fait pas mal d'actions, des ventes de bougies de JMJ, des gâteaux, enfin, des tas de choses comme ça pour vraiment nous alléger les frais. Voilà. Ouais. Et quand on a 19 ans, comme vous, qu'on est vraiment toute jeune, qu'est-ce qui vous pousse vraiment, au lieu d'aller sur la plage l'été avec des copains, qu'est-ce qui vous pousse à aller en Allemagne et passer ce temps de recueillement avec tous ces jeunes? C'est pas tellement le fait d'aller en Allemagne, mais c'est le fait de se retrouver avec d'autres jeunes du monde entier. En fait, c'est quelque chose qu'on a tous, en tout cas moi, personnellement, découvert quand j'ai fait le frat de Lourdes. Parce que je suis partie en petite équipe et je ne pensais pas rencontrer autant de gens, autant de jeunes, être en communion avec autant de jeunes qui prient. C'est la renaissance de ma foi, en fait. C'est ça, autant de jeunes qui sont là, ils prient pour Vraiment, c'est une ambiance qui m'a vraiment plu et j'ai eu envie d'aller plus loin. Et on a parlé des JMJ, j'ai dit, ouais, pourquoi pas, ça peut être bien. Et finalement, voilà. Alors, je ne voudrais pas trop rentrer dans votre intimité, mais quand vous parlez de renaissance de votre foi, ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire que vous l'aviez laissé de côté pendant tout un temps? Oui. Et pour quelle raison? Parce que ça arrive parfois de se fâcher avec Dieu. Ah bon? Et c'est ça, j'ai été fâchée avec Dieu. Et pour un événement précis Bien précis, oui, parce que c'est la mort de quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et j'ai eu du mal à accepter le fait qu'il soit parti, que je me retrouve entre guillemets seule. Et j'en ai un petit peu voulu à Dieu. Et dit, toi, se laisse de côté, on ne se parle plus. Et qu'est-ce qui a permis ce rapprochement? Donc c'est le frat. C'est le frat. J'ai été appelée par d'autres jeunes. Ils m'ont dit, ça serait bien. Et au fait, c'est le fait d'aller à Lourdes qui a réveillé ça en moi. Parce que je me suis rappelée, j'avais déjà fait Lourdes avec cette personne-là et j'ai eu envie de repartir sur les traces de mes souvenirs avec lui. Et finalement, c'était un appel et c'est un appel formidable. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. À vos côtés, il y a Edwige. Alors Edwige, il travaille dans les ressources humaines, plus précisément dans le recrutement. Oui. Donc là, vous allez utiliser vos capacités professionnelles pour recruter du monde? Oui, tout à fait. En fait, je suis chargée par le diocèse de Paris de recruter les volontaires qui vont partir cet été. Alors, ces volontaires, précisément, est-ce que vous pouvez nous brosser un profil type? Alors, le volontaire, déjà sur sa mission, en fait, est chargé d'accueillir les pèlerins qui vont venir à Cologne sur l'aspect distribution des repas, toute la dimension d'accueil, répondre aux questions, orienter les pèlerins, s'occuper éventuellement de tous les aspects médicaux pour les points au cas où il y a des petits malaises, ça peut arriver. Donc les tâches sont assez variées. Le profil type du pèlerin, du volontaire, c'est très jeune. J'ai été frappée par la moyenne d'âge. Ce sont des jeunes souvent qui viennent pour la première fois au JMJ, qui ont vu les JMJ à Toronto, qui ont vu les JMJ à Paris, et qui se sont dit, oui, on va aller à Cologne, et puis tant qu'à faire, on va y aller en volontaire, comme ça sera bien. Donc très jeunes, 18-20 ans, en général, étudiants, voilà, et qui souvent, quand même, ont une grande expérience du service et de l'accueil des autres. Il y a beaucoup de gens
qui ont fait d'énormes années de scoutisme, cheftaines de guide et beaucoup d'expérience dans l'encadrement d'événements comme ça, du FRAT également aussi, qui permet d'avoir des gens qui ont un sens du service. Ouais, c'est ce que vous dites, énorme. Être actif, rendre service, vivre les JMJ autrement, ce sont les termes en fait récurrents qui apparaissent le plus souvent dans toutes les discussions. Merci pour ce témoignage. On va vous présenter Tibéri Maillard. Il a 18 ans. Bonjour. Oui. Vous êtes vous en IUT ? C'est ça, en IUT génie thermique et énergie. À Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, dans le 94. J'habite à Villeneuve-le-Roi, mais l'IUT est un petit peu plus loin dans l'Essonne. D'accord. Donc c'est la première fois que vous allez participer, vous, au GMJ. Oui, c'est la Quelles sont première fois. vos attentes, vos aspirations ? Qu'est-ce qui vous pousse à vous mobiliser de la sorte ? Je crois que c'est vraiment le rassemblement avec de nombreux autres jeunes chrétiens qui donc justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, n'ont pas besoin d'une constitution pour se sentir réunis. On va là-bas tous avec cette même envie justement de rencontrer le Christ et de pouvoir de partager des moments de fraternité, d'amour tous ensemble, de vraiment d'aimer Dieu et d'aimer les hommes en même temps. Ça pousse à aller les uns vers les autres. Je crois que comme ça, on peut vraiment être naturel et établir des contacts très agréables avec des jeunes de tous les horizons, et donc aussi bien chez nous en France qu'à l'international, où on peut s'exercer un petit peu à parler des langues, justement à rencontrer d'autres personnes, et c'est toujours bénéfique pour nous. Donc c'est l'effet vraiment d'entraînement que vous recherchez un peu dans tout ça. D'entraînement et la transformation qu'on peut avoir là-bas au contact de tous ces autres jeunes chrétiens, dans cette ambiance vraiment chrétienne et fraternelle, où vraiment effectivement on peut s'investir, on peut se sentir à nouveau, on peut rencontrer le Christ comme on disait, comme est le thème, et justement rentrer et vouloir témoigner à notre tour et être vraiment se sentir bien. Vous recherchez vous-même à être transformé comme ça ? Je crois que c'est une transformation que j'attends un petit peu, oui, que je rechercherai aussi. Comme on dit, on parlait un petit peu de recettes tout à l'heure. Notre prêtre avec qui on prépare ces JMJ évoquait 5 ingrédients, à savoir aller en Allemagne pour rencontrer le Christ, être à l'écoute des signes, vouloir rencontrer le Christ, savoir reconnaître aussi ces signes, donc savoir les interpréter et les reconnaître, pardon. Et puis après ça, se transformer et rentrer témoigner. Vraiment, suite à une telle démarche, je pense qu'on peut être on ne peut être qu'autre et vraiment avoir une expérience personnelle très intéressante. Alors merci beaucoup, on va accélérer un peu le rythme puisqu'il reste 5 minutes pour nos 3 derniers candidats ici présents. Vincent, qui travaille dans la restauration, vous avez 21 ans, deuxième expérience après Toronto. Bonjour, oui, donc je suis étudiant en biologie et je travaille aussi à côté dans la restauration. Donc oui, c'est mes deuxièmes JMJ, j'ai fait Toronto il y a 3 ans. Pour moi, c'était vraiment c'est vraiment la rencontre avec les autres et aussi la rencontre avec le Christ qui m'a fait de repartir cette année à Cologne. Pour moi, c'était presque évident qu'il fallait absolument que j'y aille. Le JMJ Toronto était pour moi un appel, vraiment c'est vraiment qu'on revient des JMJ, on a vraiment besoin de s'engager. C'est vrai que Tibéri il parlait de la transformation après les JMJ. Et c'est vrai que quand on revient, on a plein d'énergie, on a des idées plein la tête et on essaye de tout redonner. Et on arrive à le faire partager, ça vraiment aux autres. Oui, il faut aussi le faire partager parce que si on ne le fait pas partager, ça... Ouais. Enfin, entre guillemets, j'ai envie de dire, ça sert presque à rien d'y aller, quoi. Si on y va que seulement pour nous, ça serait un peu égoïste, quoi. Non, il faut aussi faire partager, puis emmener aussi les autres. Hein. Ouais. Et vous attachez au côté financement aussi de cette opération, puisque vous avez multiplié. C'est aussi un petit peu mon rôle, parce que je suis délégué de secteur, et donc j'essaye de gérer un peu la logistique du secteur. Et c'est vrai que de trouver des financements, c'est pas facile, mais il faut le faire. Et grâce à des tombolas, des repas crêpes, des ventes, voilà. Vous avez plein d'inspiration justement en la matière. On arrive à partir pour pas cher. Allez, Adrien va prendre le micro, Adrien et leur mari en 2 minutes. Voilà. Donc moi je suis parti avec Anne-Marie du diocèse d'Orléans. Donc moi plus particulièrement de la paroisse Saint-Marceau, donc en lien avec le service diocésain. Donc il y a eu le week-end de l'épiphanie des ventes de bougies, et le week-end dernier vente de fleurs
qui a remporté une certaine somme et qui va partir pour le diocèse pour aider tous les jeunes, non pas juste pour la paroisse. Donc moi j'ai eu la chance aussi de partir à Thésée plusieurs fois et c'est la rencontre avec les jeunes déjà à Thésée, donc très œcuménique, beaucoup plus proche en France, et puis bon, c'est ouvert toute l'année et là c'est international et à très grande échelle, et la rencontre aussi autour du pape. Donc c'est vrai de rencontrer les autres et avant tout rencontrer le Christ. Et puis c'est cette notion d'aide qui est bien sûr très, très importante pour vous. Ouais. Alors notre dernière invitée, Laure-Marie. Bonjour. Bonjour. Vous venez également d'Orléans, vous, hein? Oui. En deuxième année d'études. Oui. Et vous êtes très investie dans une aumônerie comme animatrice notamment. Oui, je suis responsable de l'orchestre de l'aumônerie des collèges et lycées d'Orléans-Centre. Et je suis également chef-ten guide de France. Donc je suis également allée à Rome en 2000. Et pour moi, c'était une évidence de pouvoir partir en fait comme animatrice du camp mineur, étant partie en tant que mineure à Rome et ayant vu l'investissement. Et c'était très important pour des jeunes de 16 à 18 ans de pouvoir partir et pouvoir partager ces moments, tout comme les jeunes majeurs. Donc pour moi, c'était important de pouvoir leur permettre de partir et donc d'intégrer l'équipe d'encadrement. Et de nature, vous êtes très, très tourné vers les autres. De toute façon, votre métier aujourd'hui vous incite à ouvrir les yeux un peu sur l'extérieur. Oui, étant élève assistante sociale, c'est vrai que c'est un peu de nature en fait pour moi. Ouais. Mon père, c'est formidable de voir toute cette richesse. Formidable, il y en aurait d'autres, vous pourriez en inviter d'autres. C'est sûr, on fera d'autres émissions. Ce que je voudrais rajouter peut-être sur les volontaires, je peux vous dire qu'il y a 15 jours, nous avions 300 volontaires inscrits pour la France, en sachant que l'Allemagne nous en proposait entre 500 et 1000, et qu'à la date d'hier, nous étions rendus à 750 volontaires. C'est pour dire que les jeunes s'inscrivent dans les derniers moments. Donc pour les volontaires, maintenant, c'est clos, c'est fini. Il y en a assez, l'Allemagne en a 20 000, c'est terminé. Par contre, pour les participants, c'est toujours possible. Et je les renvoie au site jmj2005.fr, le site officiel, de la Conférence des évêques de France, et qui d'ailleurs installera pendant le temps des JMJ un lien direct avec Cologne, un JMJ direct. Donc tout ça, vous le trouverez sur le site jmj2005.fr. Deuxièmement, ou troisièmement, je voudrais aussi parler des jeunes qui viennent d'autres pays et que nous contribuons à venir. Il faut savoir que chaque pèlerin inscrit des pays d'Europe ou d'Amérique du Nord verse une cotisation de 10 € pour la participation de jeunes de pays moins favorisés. D'autre part, en France, chaque pèlerin inscrit verse aussi 10 € de cotisation nationale. Et sur ces 10 €, nous consacrons à peu près 25% de cette somme à la venue de jeunes de Madagascar, du Burundi, du Burkina, du Soudan, etc. Enfin, de 5 ou 6 pays. Et nous contribuons aussi à la tenue dans ces pays de rassemblements de jeunes. J'ai eu quelqu'un, un responsable du Burundi, pas plus tard qu'hier matin au téléphone, chargé de la pastorale des jeunes au Burundi, qui me disait, pendant les JMJ, nous aurons quelques délégués à Cologne, mais nous organiserons un rassemblement de 5 ou 6 000 jeunes à la capitale du Burundi. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a aussi cette solidarité internationale qui me paraît très, très importante. Vous saurez tout en allant sur le site jmj2005.fr. 10 secondes pour ce charmant sourire à la fin de l'émission. Écoutez, oui, c'est vrai que chaque jeune puisse aller effectivement à Cologne, le cœur ouvert à la rencontre et avec effectivement ce désir de se laisser transformer par la rencontre avec l'autre qui nous mène vers le Christ. Merci infiniment à tous d'être venus participer à cette émission KTO Magazine. Vous avez les coordonnées bien sûr, parce que vous pouvez réagir par rapport à cette émission et puis également consulter notre site internet, un site qui est très bien fait puisqu'il y a près de 100 000 personnes, c'est un site uniquement en vidéo et près de 100 000 visiteurs qui viennent visionner donc nos vidéos chaque mois sur le site internet de KTO. L'occasion de féliciter notre webmaster François Lespès. Merci et à bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine.